bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est donc le 7e samedi du TNS, un samedi qui est lié au spectacle Je suis Fassbinder, créé par le duo de choc et assez subversif Nordet et Richter. Et donc pour ce spectacle-là, il était évident pour nous de vous proposer une thématique qui tournait autour du scandale dans le théâtre. Et pour aborder cette thématique, on a demandé à Diane Scott, qui donc est la directrice de la revue Incise, qui est une revue qui est née il y a quelques temps maintenant, il y a 2 ans, et qui a son numéro 2, et vous êtes en préparation du numéro 3. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que tu es donc en train de terminer une thèse que tu vas soutenir sous la direction de Christophe Bidan, et qui porte sur la critique dans la culture, si les termes que j'utilise sont bons. C'est ça. Et je te confie le public de Strasbourg, qui est un très bon public, et je vous confie Diane Scott, qui va donc vous parler du scandale au théâtre. C'est à toi. Merci. Bonjour, alors merci beaucoup Frédéric de cette invitation, merci au TNS. Donc effectivement, je soutiendrai en juin ma thèse. Alors c'est pas, je blaguais évidemment, oui, c'est ce que tu dis est vrai. C'est une thèse sur les rapports entre théâtre et politique et sur la question qui lui est conceptuellement liée de la culture publique. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des lieux communs, comme le TNS, dévolus au théâtre ou dévolus à l'art? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce qu'on choisit les objets qu'on met dedans? Comment est-ce qu'on pense finalement quelque chose qui est de l'ordre d'un s'adresser à tous? Et c'est des questions d'importance aujourd'hui, où on parle beaucoup de crise de la culture. Et du coup cette question du scandale, elle est très intrigante en fait. Et elle est beaucoup plus énigmatique qu'on ne pense a priori. Et elle appartient à ce champ-là. C'est pour ça que je parlais de ma thèse, en fait. C'était juste pour y entrer, en fait, pour vous dire comment j'y arrivais. C'était depuis ce rapport, en fait, entre théâtre et politique. Alors, pour vous soumettre, en fait, des questions et des hypothèses sur ce terme-là, sur cette catégorie de scandale, je vais procéder en 3 temps. Je vais vous raconter 3 choses successivement. Dans un premier temps, je voudrais dresser une espèce de cartographie ou tracer les coordonnées à l'intérieur desquelles on peut commencer à s'interroger sur cette question du scandale, sur ce terme-là, en fait. Parce que quand on y pense, on a tout de suite des idées, on a tout de suite des images qui nous viennent à l'esprit de choses extrêmement conflictuelles entre scène et salle, d'emblée. Mais en fait, est-ce que le scandale, c'est forcément ça? Est-ce que toutes les situations conflictuelles entre ces 2 espaces-là, ou à l'intérieur de cet espace-là du théâtre, c'est de l'ordre du scandale? En fait, on est obligé de problématiser cette question-là, de problématiser l'emploi du terme. Donc, dans un premier temps, je vous soumettrai un peu les coordonnées en fait en 3 dimensions du mot aujourd'hui. Après, je voudrais vous raconter 4 petites vignettes en fait historiques qui appartiennent ou pas à cette catégorie du scandale, et puis essayer du coup d'émettre des hypothèses à partir de ça. Et puis, dans un 3e temps, j'aimerais bien vous essayer de poser la question des coordonnées historiques en fait du scandale et de problématiser ça sur le plan historique en fait. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les conditions en fait de possibilité de cette chose-là? Est-ce qu'on est encore aujourd'hui dans des coordonnées historiques qui permettent ou pas, ou quelles sont les natures de... Est-ce que scandale il peut y avoir encore aujourd'hui, sous quelle forme, etc. Donc, dans un premier temps, essayez de vous dire quelques petites choses sur des éléments en fait qui président à cette question-là du scandale. Alors, la première chose, c'est que
Si on replace cette question du scandale un peu, si on replace la question plutôt du rapport scène-salle dans un temps à peine long, on s'aperçoit que ce qu'on connaît nous aujourd'hui, ce qu'on connaît nous maintenant là, vous voyez, une situation très apaisée, d'une écoute soigneuse, de quelqu'un qui parle comme ça dans un environnement soigneux de la parole, une espèce de prise de parole privilégiée, c'est quelque chose de très récent. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, vous voyez, même la diminution de la lumière dans la salle, c'est quelque chose qui date de l'équipement en électricité des salles, mais c'est le silence dans la salle, enfin, tous ces éléments qui participent d'une espèce de pacification en fait, du public, c'est historiquement des choses qui sont nos contemporaines. Le théâtre, si on élargit à peine la focale à l'échelle de l'histoire moderne, c'est avant tout un lieu d'émotion, d'émotion au sens classique du terme, c'est-à-dire c'est un lieu d'émotion sociale, d'émotion pas seulement en termes donc individuels ou subjectifs, mais en termes collectifs, c'est un lieu de violence. Il y a un livre qui parle des États-Unis, mais qui est très intéressant et qui éclaire en fait des choses aussi par rapport à l'Europe. Un livre d'un historien américain qui s'appelle Levin, Lawrence Levin, qui a travaillé sur Shakespeare aux États-Unis. Il a publié ça dans les années 70, 80, et ça s'appelle « Culture d'en haut, culture d'en bas », l'invention des hiérarchies culturelles aux États-Unis. Et alors c'est assez amusant en fait à lire. C'est pas un livre conceptuellement ou théoriquement très fort, mais c'est un relevé de terrain qui est assez intéressant. Et il raconte des choses du théâtre pendant toute la conquête de l'Ouest, pendant tout le 19e, et c'est d'une violence hallucinante en fait. C'est-à-dire que c'est un lieu pas tant de discrimination sociale que de bagarre, où s'exprime en fait à un très très haut degré d'intensité, les conflits sociaux de l'époque. Donc c'est surdéterminé en fait idéologiquement. Le rapport entre l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire entre les États-Unis et l'ancienne puissance coloniale, le rapport entre les sexes, le rapport à la norme. Et donc c'est un lieu d'émotion dans ce sens-là. C'est régulièrement des jets de fruits pourris, des jets d'œufs, des bagarres, des spectateurs qui cassent les fauteuils, qui sautent sur la scène, qui se frappent. Enfin, il y a même des épisodes qui vont même très très loin, qui sortent en fait d'une chose tout à fait comique en fait. Il y a un fameux jeudi sanglant où la garde est obligée d'intervenir. Il y a des dizaines de morts. Et alors ces exemples américains et récents relativement sont pas si exotiques par rapport à la réalité européenne en fait. Si vous regardez le théâtre au XVIIIe siècle, c'est un lieu qui ressemble à ça. Il faut lire les règlements des théâtres, par exemple, les règlements des théâtres municipaux. Tout ce qui est de l'ordre de la réglementation, si vous voulez, ça révèle toujours en creux la réalité de ce qui se passe. Et alors, les règlements disent bien, il ne faut pas crier, il ne faut pas casser des vitres quand vous avez trop chaud, il ne faut pas poursuivre les comédiennes dans les coulisses. Enfin, vous voyez, un peu l'ambiance. On est très très loin de ces choses très amènes dans lesquelles on vit et où il ne faut pas que les portables sonnent. Et quand tout d'un coup, il y a... vous voyez, combien historiquement, en fait, notre évaluation de ce qui est de l'ordre du scandale, ça peut tout d'un coup muter, et comme notre sensibilité en fait à ce qui se passe dans une salle, c'est extrêmement déterminé historiquement. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, la culture, c'est du côté d'une chose qui est complètement passée par une espèce de circuit, par un circuit de refroidissement. Quand vous regardez la presse, en fait, la critique dramatique, elle appartient aux pages qui sont pensées comme étant froides. Si vous travaillez, je ne sais pas, dans un mensuel, on va vous expliquer que tout ce qui est de la culture, ça doit être écrit, c'est écrit avant les pages politiques. C'est d'ailleurs assez... Enfin,
je vous invite à regarder les mensuels, par exemple, et à regarder, enfin les gens qui travaillent avec la presse, ils le savent bien. Si vous regardez la date de parution d'un mensuel et puis que vous imaginez le temps qu'il faut pour le boucler, comme on dit, dans certains cas, vous vous apercevez que les critiques dramatiques, elles ont nécessairement été écrites avant que le spectacle n'ait été vu. Et donc, ça crée tout un rapport de... Il y a une chose qui est éloignée, en fait, d'une espèce de réactivité que le théâtre a eue à d'autres époques. Donc ça, c'est la première chose, c'est que les conditions historiques de nos sensibilités et du rapport, en fait, de réactivité à la parole publique, elles sont historiquement très distinctes. De sorte que la question du scandale, qui vient s'inscrire, qui vient s'écrire là-dedans, elle doit être forcément très différente. Est-ce que quand on présente un spectacle, par exemple, effectivement, dans un saloon où le théâtre manque en tant que bâtiment, mais le théâtre est un fait social réel, qui sont en gros les coordonnées du théâtre avant le grand mouvement d'institutionnalisation d'après-guerre. Maintenant, vous voyez, on est dans une situation qui est un peu différente, où on construit des bâtiments, il y a des équipements, et puis le travail des relations publiques, justement, c'est de faire venir le public. Il y a toute une espèce d'appel d'air, en fait. On essaye de faire venir les gens vers la culture. Il y a ce préjudice que d'aller au théâtre, c'est quand même mieux que de regarder la télévision. Il y a toute cette idée que c'est de l'ordre du bien. La situation du théâtre au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, les villes s'équipent. Mais si vous prenez au début du XVIIIe, le théâtre a lieu dans des lieux qui ne sont pas des théâtres. C'est des jeux de paume, c'est des salles qui ne sont pas du tout appropriées, d'où casser les vitres quand il fait trop chaud, parce qu'effectivement, tout le système de ventilation, d'aération, d'éclairage n'est pas du tout congruent avec ce qui se passe, avec la quantité des gens qui y sont. C'est très compliqué d'y aller parce que les ruelles qui bordent ces lieux-là ne sont pas prévues pour l'afflux de tous ces gens. Bon, vous voyez, il y a des coordonnées qui ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, quand on est dans une salle surchauffée, où les gens crient, où tout d'un coup, la pièce qui se joue, elle est incarnée... Bon, je prends encore un exemple américain, mais ce n'est pas forcément très exotique par rapport à ce qui se passe en Europe, à ce niveau-là en tout cas. Il y a une bagarre qui éclate parce qu'on a interprété de façon un petit peu susceptible un vers qui a été perçu comme anti-américain et que, alors on commence à bombarder avec des fruits pourris l'acteur. Est-ce que c'est de l'ordre du scandale? C'est une vraie question par rapport à ce sujet du scandale au théâtre. Si c'est le lot commun en fait du spectateur classique, pas. En fait, c'est pas du scandale, c'est juste la vie courante, quoi. Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on a affaire à un scandale? Bon, donc ça, c'est la première chose, vous voyez. Si on inscrit le théâtre un tout petit peu dans un temps à peine long, de quelques siècles, de 2-3 siècles, on se rend compte que pour qu'on puisse qualifier quelque chose de scandale, il faut un contexte qui est déjà de l'ordre d'une pacification du public. Sinon, la réactivité du public, finalement, c'est quelque chose qui appartient à la vie normale, quoi. Alors, la deuxième chose, le deuxième élément qui joue dans la façon d'identifier ou pas, ou de qualifier ou pas la question du scandale au théâtre, il me semble, c'est précisément le moment où quelque chose, vraiment au sens du scandale, au sens moderne, arrive. Et alors là, je réagis à une phrase qui est très juste, qui est très intéressante, qui est dans la petite présentation en fait de notre après-midi sur le scandale, qui commence par « Il n'y a pas d'art sans scandale ». Alors ça, c'est vrai, et en même temps, c'est faux. C'est-à-dire que si on se situe justement dans la perspective que je vous décrivais tout à l'heure, ou dans une chose un peu plus longue historiquement, je ne sais pas, si on se situe à l'époque de Léonard de Vinci, quand il y a des commanditaires, des mécènes qui passent commande de toiles, de fresques. Il y a parfois des désaccords sur l'objet commandé, mais est-ce qu'on peut parler de scandale à ce moment-là? C'est extrêmement difficile à manier, en fait.
C'est-à-dire que si on revient, et c'est là du coup que peut-être qu'il faut faire une boucle par le mot même de scandale, il faut en passer par la définition du mot. On s'aperçoit qu'il y a la question de la norme qui arrive tout de suite, qui est vraiment au milieu des pieds. Et c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, scandale, ça veut dire tomber. En grec, scandalon, c'est l'achoppement, c'est ce qui fait qu'on trébuche. Et le latin a repris ça. Le scandale, dans le latin du 4e, 5e siècle, c'est ce qui fait qu'on chute. Et c'est dans ce sens-là qu'au départ c'est employé. C'est du latin ecclésiastique. Peut-être certains ont en tête l'évangile selon saint Matthieu, quand il dit, je le connais pas par cœur, malheur au monde à cause des scandales, donc c'est Matthieu 18, 7. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied, donc vous voyez, il est question vraiment de tomber, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les. Jette-les loin de toi. Mieux vaut entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'être jeté dans le feu éternel. Donc au départ, le scandale, c'est quelque chose qui est lié au religieux et c'est quelque chose qui est lié au péché. Le scandale, c'est la faute. Et le mot va conserver en fait cette idée de quelque chose qui est transgressé au XIXe, quand on va avoir affaire à des scandales précisément d'ordre artistique. Je relisais par rapport à ce que j'allais vous dire justement des bouts du livre de Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, où il travaille justement sur ce moment au XIXe siècle où l'art, dans sa définition moderniste, est inventé, avec le phénomène notamment des avant-gardes. Et là, on a affaire à un phénomène qui est historiquement très particulier et qui peut-être appartient à cette catégorie du scandale. C'est, par exemple, les procès intentés à Flaubert, à Baudelaire, pour respectivement Madame Bovary et Les Fleurs du Mal. Ça a lieu la même année, c'est en 1856. Tous les deux sont attaqués pour outrage aux mœurs et outrage à la religion. Et je me souviens de la discussion que j'ai eue justement avec Frédéric Vossier sur cette question du scandale, où il me disait, mais le scandale, ça touche au corps. C'est-à-dire que ça touche au corps pas seulement parce que Madame Bovary, c'est une question d'adultère, parce que Les Fleurs du Mal, c'est une question, il y a la question de l'érotisme qui traverse tout le recueil, mais ça touche au corps dans la réception. C'est-à-dire être scandalisé, c'est être atteint dans son corps. Enfin, il y a quelque chose qui fait violence dans la réception des choses. Et ce qui fait que du coup, vous voyez, on peut peut-être commencer à affiner en fait cette idée du scandale par rapport au moment d'émotion, d'agitation sociale que le théâtre a représenté pendant très longtemps. C'est que là, avec le scandale, alors là, je prends des exemples littéraires, hein, mais ça peut nous aider à essayer d'approcher quelque chose qui se jouerait au théâtre. C'est que le scandale, c'est quelque chose qui nous atteint dans l'idée qu'on se fait de la norme. Et du coup, cette phrase, il n'y a pas d'art sans scandale, il me semble que c'est vraiment qu'elle est vraie au regard de cette histoire du modernisme, c'est-à-dire au regard de la définition qu'on va avoir de l'art à partir de là, c'est-à-dire d'un champ, pour reprendre le terme de Bourdieu, d'un champ qui se construit sur la base de ses propres lois, l'autonomie, donc, autonomos, qui se donne ses propres lois. Et donc, c'est ce qui se joue au XIXe et qui n'avait pas lieu avant. La Coulabart parle à cet égard d'un art qui devient moins essentiel, au sens où qui s'arrache en fait à la question de la religion. Et effectivement, d'où la question de l'outrage en fait à la religion, c'est-à-dire qu'on a des objets d'art tout d'un coup qui revendiquent une légitimité en tant qu'art et qui revendiquent de ne pas être jugés depuis des normes qui seraient étrangères en fait à cet objet-là. Donc c'est extrêmement scandaleux si on se situe du point de vue du respect de ces normes-là justement. Et dans l'idée que l'art, ça n'a pas à
transgresser, en fait, ces choses-là. Alors Bourdieu rappelle le contexte du XIXe, et notamment du Second Empire, d'un contexte économique extrêmement violent, en fait, de déploiement d'une richesse. C'est tout le contexte, en fait, de l'industrialisation qui est lié, qui accompagne, en fait, la construction de fortunes extrêmement ostentatoires et dans une violence sociale grandissante, ou en tout cas qui se requalifie nouvellement, et des rapports sociaux justement liés à la bohème, à certaines catégories de la bohème littéraire qui génèrent en fait symboliquement et réellement des tensions extrêmement fortes, avec l'invention justement à ce moment-là d'une espèce, dit Bourdieu, d'intelligentsia prolétaroïde, qui à la fois revendique une espèce d'aristocratie en fait, et de haine de la bourgeoisie, et en même temps qui est dans une identification aux pauvres, aux petits peuples, à des conditions sociales minorées et écrasées par ce développement industriel, par cette société de l'enrichissez-vous. Et donc, depuis cet endroit un petit peu, depuis cet endroit hybride, en fait, des bohèmes littéraires, s'inventent les conditions d'une parole qui va être effectivement dans un rapport de scandale, d'où ces procès. Il y a la revendication, vous voyez, par exemple, enfin, notamment et de façon très nette chez Flaubert, à la fois de refuser l'art bourgeois, l'académisme, quelque chose qui serait complètement dans le fait d'avaliser l'ordre en place, le pouvoir, et ça va, enfin, comment dire, ça a des conséquences formelles très claires, d'être dans une espèce de complaisance. C'est pas seulement dans la manière de traiter, en fait, des sujets, c'est la façon dont on parle, c'est le rapport au langage qui est en jeu. Et en même temps, un refus de l'art social, d'un art qui serait au service de la défense d'une cause politique X ou Y, enfin plutôt d'une cause sociale, de défense de la question des ouvriers, par exemple. Alors, vous voyez, à la fois de rompre avec une espèce d'ordre bourgeois et en même temps de refuser l'autre branche de l'alternative qui serait de souscrire en fait d'utiliser l'art. Précisément, c'est l'idée de l'utilité de l'art qui est complètement récusée par ce mouvement de l'art pour l'art. Et c'est exactement à cet endroit-là, historiquement, que se crée, alors peut-être qu'on peut en discuter après, c'est une hypothèse que je vous livre, que se crée la possibilité du scandale au sens strict, c'est-à-dire quelque chose qui précisément relève d'un espace de parole qui revendique une autonomie de ses propres règles. Et c'est depuis ces coordonnées historiques-là que naissent des phrases comme ça. Il n'y a pas d'art sans scandale. Et qui sont vraies, justement, par rapport à ce vœu-là. Est-ce que c'est exportable dans d'autres situations historiques, pour d'autres objets ? C'est des questions que j'ai envie d'explorer avec vous. Alors ça, c'était la deuxième chose. Vous voyez que notre définition à nous du scandale, elle est déterminée par cette définition moderniste de l'art, comme d'un endroit de rupture, en fait, par rapport au monde. Un endroit qui fait sécession. Et sécession, vous voyez, le mot réfère au salon des impressionnistes, parce que les impressionnistes aussi ont fait partie de ces gens qui ont fait scandale en faisant rupture par rapport à une pratique académique de la peinture. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième coordonnée, disons, dans notre espace en 3 dimensions, la troisième chose que je voulais vous raconter, pour essayer de penser cette histoire du scandale, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que le scandale, c'est quelque chose plutôt qui fait recette. Bon, vous voyez, Baudelaire, en fait, quand il a eu son procès pour les Fleurs du Mal, il a donc été condamné. La condamnation comment dire, pas la condamnation, mais le grief pour atteinte
pour outrage à la religion n'a pas été retenu, mais en revanche, outrage aux mœurs, oui. Et donc son éditeur a été condamné, Poulet Malassi, et lui-même ont été condamnés tous les deux à des amendes, 300 et 100 francs à l'époque, ce qui était quand même, c'était des sommes importantes. Et Poulet Malassi a dû s'exiler. Il a même fait de la prison. Enfin, c'est des éditeurs de combat. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je vous parle d'un climat social très tendu, c'est pas Le Seuil, par exemple, qui, je ne sais plus si c'est Le Seuil, qui, quand ils publient Christine Angot ou Marcella Yacoub, font des fortunes. Enfin, c'est pas des gens qui risquent la prison. Hein. Poulet Malassi, il a fait de la prison pour avoir publié La Bohème littéraire. Enfin, je n'ai rien contre Angot ni Marcella Yacoub, hein, c'est pas ça. C'est pour évaluer en fait le risque de ces choses-là. Et justement, la teneur du scandale, c'est-à-dire que ça tient aussi à ça, c'est que vous risquez des choses, vous risquez physiquement des choses. Alors justement, aujourd'hui, que risque-t-on ? Je me souviens, je crois que c'est en 2010, peut-être vous voyez ce metteur en scène, je ne sais pas s'il est déjà passé à Strasbourg, Gwenaël Morin. Maintenant, il est à Lyon. C'est un metteur en scène qui a été en résidence à Aubervilliers pendant un temps, qui a mené des espèces d'aventures un peu de théâtre permanent. Et alors, il a des partenariats avec le théâtre de la Bastille à Paris. Et à un moment donné, je crois donc que c'était en 2010, il avait fait un événement qui s'appelait Scandale. Et la communication de la Bastille disait, alors Gwenaël Morin va prendre la rue de la Roquette, puisque le théâtre de la Bastille, c'est rue de la Roquette à Paris. Donc il prend la rue de la Roquette, vous voyez, référence à la Bastille, prise de la Bastille. Et tout un espèce de vocabulaire comme ça, un peu insurrectionnel. Bon, tout ça, c'était de la com. Hein. Très sympathique au demeurant. Mais enfin, vous voyez que avec l'étiquette scandale, là, on a affaire à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'a vécu Baudelaire, par exemple, qui, pour le coup, ne s'était peut-être pas étiqueté comme tel, mais qui, concrètement, effectivement, avait eu affaire à quelque chose qui était de l'ordre d'une rupture des normes, d'une transgression. Il y a le théâtre du Grutli à Genève aussi, je crois, qui a intitulé carrément une de ses saisons. Vous savez, ça se fait là, de faire des saisons thématiques. Et donc, ils avaient intitulé une de leurs saisons « Outrage ». Alors, je pense que ça participe à ça. Et je repensais aussi, en réfléchissant à cette histoire du scandale, il y a quelques années, mais c'était là, dans les années 2010, sur la façade du musée Beaubourg, enfin à Paris, bon pardon, mais souvent mes amis sont parisiens, mais c'est pas par centralisme, c'est juste que je vis là-bas. Il y avait un portrait de Pompidou et en dessous il y avait une citation de lui qui disait l'art, attendez, je vais la trouver exactement la citation. L'art doit discuter, doit contester, doit protester. Alors, vous voyez, c'est très paradoxal, en fait, d'avoir une citation pareille, sur un bâtiment pareil, signée d'un ancien président de la République. On a affaire à une définition de l'art comme scandale, qui, pour le coup, est complètement institutionnelle, qui est avalisée par l'institution, et donc, on pourrait dire, enfin, en tout cas, qui, sinon est complètement amorti, en tout cas, est complètement modifié. Il y a presque un appel au scandale. Alors, qu'est-ce qui se joue là-dedans, en fait ? Alors, il me semble que c'est la troisième chose pour essayer d'entrer dans cette question-là que je voulais vous dire, c'est que depuis les années 90, il me semble, enfin pas qu'à moi, mais je veux dire, il y a une insistance accrue sur la dimension politique du théâtre. Il y a effectivement Olivier Neveu qui a enseigné à Strasbourg plusieurs années, vous le direz mieux que moi. Depuis les années 90, il y a un réassort en fait du théâtre politique, c'est une chose, mais il me semble que plus largement, il y a la volonté de réactiver la dimension politique du théâtre, ce qui est encore autre chose. Alors, dans
dans cette perspective-là, l'idée qu'au théâtre, il puisse y avoir quelque chose qui serait de l'ordre du scandale, ça participe à ça. Ça participe à l'idée qu'il faudrait retrouver ou qu'il faudrait redonner au théâtre une dimension ou une capacité à réactiver une force politique, une réactivité de la parole publique. Et tout ça fait fond, du coup, sur le sentiment d'une perte par rapport à ça. Alors, je fais une boucle très rapide. Vous voyez, depuis les années 90, il y a l'idée que particulièrement, enfin, c'est une idée qui précède les années 90, mais il me semble que depuis 90-91, ça s'est vraiment déployé dans l'espace public. Il y a cette idée que la culture est en crise. Marc Fumaroli a écrit L'État culturel, essai sur une religion moderne en 91, et à partir de là, ça a été un peu le point de départ où il a donné le là de toute une espèce de mouvement éditorial, journalistique, essayistique, qui consistait à dire, voilà, la culture a échoué dans sa mission transformatrice, civilisationnelle. Les pauvres ne vont toujours pas au théâtre, le théâtre c'est une jouissance de classe, il n'y a que les classes moyennes cultivées qui y vont, donc ça n'a pas atteint son adresse. Et qui plus est, on a beaucoup lu ça après 2002, vous vous souvenez, 2002, au second tour de l'élection présidentielle à Jean-Marie Le Pen, et beaucoup d'intellectuels, au sens large, vont incriminer la culture par rapport à ça, en disant, voilà, la culture a échoué puisqu'il y a ça, en fait. Je me souviens, c'était Philippe Val, justement, enfin, je me souviens, c'est pas que je l'ai lu à l'époque, c'est que je l'ai lu en travaillant dessus. Il y a eu un édito de Charlie Hebdo qui disait, voilà, c'est la victoire de la culture télévision, et c'est l'échec de la culture. Les clercs ont échoué à produire ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire à métaboliser la société en sujet politique. C'était pas formulé comme ça, mais ça disait ça. Et donc il y a cette idée, vous voyez, que corrélativement, que le théâtre va être là pour le mot n'est pas celui-là, c'est un mot qui date du 19e, mais c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que le théâtre est là pour moraliser la société, pour apporter une plus-value morale, spirituelle. Et je l'ai entendu encore récemment, là, dans Libération, il y a eu un portrait d'un metteur en scène que vous accueillez. Ici, c'est Rambert, Pascal Rambert. Il disait le théâtre est un rempart contre le Front National. Les CDN, les théâtres nationaux sont là, et s'ils n'étaient pas là, ce serait pire. J'entendais ça aussi par Jean-Michel Ribes, qui dirige le Théâtre du Rond-Point à Paris, qui disait exactement la même chose. Vous voyez, cette idée que le théâtre est du côté de la civilisation et partant de façon métonymique la culture, ce procès, en fait, ce processus de la culture. Et puis de l'autre côté, il y a les forces adverses, et que le théâtre se situe contre ça. Alors cet accent qui est mis sur la capacité du théâtre à bonifier les mœurs, pour employer des termes qui sont anachroniques, eh bien je pense que ça génère aussi quelque chose qui fait écho par rapport à notre idée du scandale, c'est que le scandale, il est qualifié positivement, en fait. Il est qualifié positivement depuis l'idée qu'il faut que le théâtre, et le théâtre cherche à retrouver une place centrale dans la cité, un endroit où se discuteraient des questions politiques, et que ces questions politiques, elles seraient travaillées, elles seraient élaborées, justement. Que c'est ça qui doit se jouer. Et que du coup, c'est ce que j'entends, en fait, c'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout affaire à un scandale dont on pâtirait, comme Flaubert. Alors Flaubert n'en a pas vraiment pâti, vous voyez, ça, à la différence de... D'ailleurs, Madame Bovary n'a pas été condamnée, et il a plutôt bénéficié un petit peu de ça. Baudelaire, il a beaucoup... Ça a été catastrophique, en fait, pour lui, son procès. Aujourd'hui, le scandale, il n'est pas du tout... c'est pas quelque chose qui est pensé négativement, il me semble.
C'est-à-dire que quand vous m'invitez à parler du scandale, j'entends, ou je projette là-dessus, je n'ai pas vu le spectacle, je le verrai ce soir, mais j'entends bien dans la convocation de la figure par exemple de Fassbinder, de cette question de... j'entends quelque chose à quoi je participe et que je reconnais comme étant une espèce de regret d'une réactivité de la parole publique, d'une sensibilité politique plus fine qui, au regard de laquelle le scandale, c'est l'ordre de l'événement, en fait, d'un événement politique, dans un contexte finalement idéologique où on nous a dit, ce qui se donne comme une non-idéologie énonce qu'il n'y a pas d'alternative. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase de Thatcher qui, en anglais, ça fait TINA, qui est devenue une espèce d'acronyme de toute une espèce d'Europe néolibérale. TINA, c'était « There is no alternative ». Donc c'était la phrase de Thatcher qui signe vraiment, c'était ce moment de restauration politique des années 80. Au regard de quoi, non pas réclamer du scandale, mais fantasmer, vous voyez, comme Grutli et sa saison Outrage, comme Gwenaël Morin, comme nous ici travaillant sur le scandale. Quand je dis fantasmer, ce n'est pas négatif, c'est dans l'idée qu'il y a l'attente de quelque chose qui puisse se jouer, qui serait de l'ordre d'une réactivité de la parole politique ou de la parole théâtrale en tant qu'elle serait politique. Et que du coup, le scandale, c'est plutôt quelque chose qu'on attend, dont on essaye de fabriquer des surfaces un peu propitiatoires, et pas du tout quelque chose dont on pâtirait, qu'on craindrait. Vous voyez, c'est plus du tout les mêmes choses. Donc ça, c'était voilà, le troisième élément, la troisième dimension de cette catégorie. C'est qu'aujourd'hui, il me semble qu'on est plutôt dans un affaissement des conditions historiques de possibilité de quelque chose de l'ordre du scandale et que, en retour, ça crée une espèce de désir autour de ça. Donc voilà, c'était le premier temps de cette petite chose. Alors maintenant, à partir de là, je voudrais vous raconter 4 petites vignettes qui appartiennent ou pas, mais à l'égard desquelles on peut poser la question de l'étiquette scandale. Bon, on aura le temps après de discuter, mais enfin, si jamais vous vouliez intervenir, vraiment, n'hésitez pas. Alors, je voudrais vous raconter 4 trucs. Le premier se passe sous la monarchie sous la Restauration, pardon. Le second, c'est un spectacle de Pina Bausch. Le troisième, c'est un spectacle de Marie-Josée Malice qui s'appelle Hyperion. Et le quatrième, donc les choses sont plus contemporaines, et le quatrième, on repartira en arrière, c'est les années 60 à Paris, à l'Odéon, avec une pièce de Genet. Alors le premier, la première chose, c'est une vignette historique qui est un peu ancienne et qui permet de problématiser de nouveau cette question du scandale. Il y a un personnage, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Les Enfants du Paradis, de Prévert et Carnet. Alors, dans Les Enfants du Paradis, il y a un personnage qui est joué par le maître. Non, c'est le personnage qui s'appelle le maître et qui joue Robert Macaire. Robert Macaire, c'était un personnage de bandit qui était extrêmement populaire dans les années 1820 et qui a fait l'objet un peu d'une sorte de série. Vous voyez, à l'époque, il y avait des séries théâtrales. Et le premier spectacle auquel il a participé, ça s'appelait L'Auberge des Adrets, en 1823. Et après, il a fait d'autres spectacles. À chaque fois, c'était donc Robert Macaire. Et c'est un personnage extrêmement successful, qui cristallisait toute une espèce d'adhésion, à telle enseigne qu'il a fini par incarner une espèce d'opposition au régime, et notamment à Louis-Philippe. Alors, le personnage a évolué, en fait, c'était une espèce de voyou des grands chemins, puis petit à petit, dans la narration elle-même, il a fait fortune. Et justement, sans que ce soit explicite du tout, il a fini par cristalliser une opposition à Louis-Philippe et par représenter une sorte de caricature, en fait, l'opposition politique contre Louis-Philippe, comme, vous voyez, comme si ça racontait l'embourgeoisement de toute une classe politique, la corruption.
Et donc, il y avait, pendant les représentations, un grand accord, en fait, entre ce qui se passait sur scène et ce qui se passait dans la salle, sur la base d'une fiction qui, a priori, n'avait rien à voir avec le contexte politique de l'époque, mais qui stimulait, on pourrait dire libidinalement, une opposition au régime. Et donc, c'était très réjouissant, enfin, mais le spectacle a été censuré à plusieurs reprises, les salles étaient fermées, puis après, ça a été complètement interdit. C'est-à-dire que pour tout le monde, ce personnage de Robert Macaire avait fini par vraiment incarner une critique du régime. C'est pas... Alors, est-ce que c'est un cas de scandale ? Il faudrait en donner les conditions très précises, mais en tous les cas, on a affaire à un objet oppositionnel qui suscite suffisamment d'adhésion et de répulsion pour être interdit. Ce que je voudrais pointer par rapport à cet exemple de Robert Macaire, c'est que, vous voyez, la fable de Macaire, au départ, elle ne contient pas d'ingrédients critiques objectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui... on n'a pas affaire, si vous voulez, à un spectacle de Rodrigo Garcia qui nous explique que le capitalisme, c'est pas bien, que le McDonald's, c'est... Il n'y a pas d'élément objectif qui fait référence à l'actualité politique. C'est-à-dire que c'est une chose qui est prise dans de telles coordonnées de réception qu'on y projette ou on y suppose ou ça nous plaît d'imaginer que oui, en fait, il en va de ça. Et ça me paraît assez intéressant de le mettre en lien, du coup, avec d'autres phénomènes. Alors justement, du coup, je vais pas suivre mon plan, je vais vous parler de Nelken, qui est un spectacle qui me paraît raconter quelque chose qui est diamétralement opposé par rapport à cette histoire de Robert Macaire. Donc Pina Bausch est morte en 2009, si je ne me trompe pas, enfin, dites-moi si je me trompe. Et, alors, Robert Macaire, je n'ai pas assisté, mais Pina Bausch, je l'ai vu. Et Nelken, qui est un spectacle qu'elle a fait bien longtemps avant, qui s'appelle Les œillets, a été repris après sa mort. De toute façon, vous voyez, au théâtre de Wuppertal, ils ont créé un répertoire des œuvres de Pina Bausch, donc de toute façon, les œuvres, elles sont reprises. Et en 2010, à Lyon, j'ai vu Nelken repris, donc, par sa troupe. Et il y a une séquence que vous pouvez trouver sur Internet, vous pouvez la regarder, elle est souvent reprise, où il y a un de ces danseurs historiques, Dominique Mercy, qui fait sur la scène une série de figures de style très classique, genre des grands jetés, je ne connais rien à la danse classique, mais enfin, des choses très techniques et très, comment dire, académiques. Et en même temps qu'il fait ces mouvements, il s'adresse au public et il leur dit « Ah, c'est ça que vous voulez, n'est-ce pas ? C'est ça, hein ?» Et il fait ces mouvements. Donc, voyez un peu ce que ça raconte. C'est une petite séquence extrêmement provocatrice, en fait. C'est-à-dire que ça dit « Ah, ben voilà, ce qu'on fait en général au Tanztheater de Wuppertal, vous trouvez ça postmoderne ou c'est pas de la danse. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est une espèce de virtuosité technique, c'est des trucs de bourgeois. Vous êtes des bourgeois. En gros, vous voyez, il me semble que ce que cette petite séquence raconte, c'est ça. Enfin, si on devait convertir la séquence, cette espèce d'adresse au public qui dit « Ah, c'est ça que vous voulez, hein ». Si on devait la traduire en discours, peut-être ça dirait ça. Autrement dit, on a affaire à quelque chose qui s'inscrit encore dans cette tradition moderniste. C'est-à-dire, vous voyez, l'art n'a pas à souscrire à un ordre qui lui serait hétérogène. L'art a ses propres règles. Si sur scène, on a envie de couper des oignons, de se mettre la tête dedans et qu'on appelle ça de la danse, ben c'est notre droit. Et c'est même notre devoir si on suit la phrase de Pompidou, l'art doit protester l'un. Donc, voilà. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Vous voyez, il y a cette idée que ce qui se passe sur scène, eh ben, c'est de l'ordre de la rupture avec un ordre social. Donc, une chose assez agressive, finalement. Après, vous voyez, quand on est en salle, on n'est pas obligé d'imaginer, enfin, on n'est pas obligé de s'identifier à ce que cette adresse-là suppose que l'on est. Mais ce moment du spectacle pose le spectateur comme une espèce de philistin cultivé.
qui n'a aucun goût finalement, ou qui est dans des attentes extrêmement académiques. Et alors, très curieusement, ce soir-là, à Lyon, alors moi je ne sais pas du tout comment se passait la réception de cette séquence-là quand ça a été créé, quand le spectacle a été créé. Et là, je ne sais plus, je crois que c'est les années 70 ou 80, pardon, je n'ai pas regardé la date exacte. Au demeurant, en 2010, à Lyon, à l'Opéra, bon, dans un contexte, vous voyez, assez mondain, on pourrait dire, c'était une reprise, Pina Bausch était morte l'année d'avant, à l'entrée, on vendait des petits chouchous en hommage à la chorégraphe, des machins fuchsia, enfin, vous voyez, un peu... C'était quand même très, très... Vous voyez, c'est très pasteurisé comme ambiance. Et alors, du coup, cette séquence-là, en fait, les gens applaudissaient. C'est-à-dire que dès qu'il faisait un grand jeté, Dominique Mercier en question, puisque c'est toujours lui, les gens trouvaient ça formidable, ils applaudissaient, ils riaient. Et donc c'était très étrange, vous voyez, parce que c'était quand même, c'est hyper agressif de s'entendre dire mais vous êtes juste un bourgeois, vous n'avez aucun goût, parce que c'est ça que ça raconte. Et en fait, les gens, c'était complètement annulé, cette adresse-là, cette critique. Ce désir, on pourrait dire, de scandale, ou en tout cas cette volonté de faire mouche, c'était complètement... Alors on pourrait dire que c'était très fort, parce que pour le coup, il y avait dans cette espèce de bras de fer, finalement, le public avait le dessus d'une certaine manière, mais c'était très étrange en fait. C'était, vous voyez, une réception complètement à l'envers finalement de cette vignette de Robert Macaire. Robert Macaire, on a quelque chose qui a priori n'est pas critique, mais qui génère quelque chose qui est de l'ordre d'une opposition à un régime politique donné. Et dans l'affaire Pina Bausch, dans des contextes complètement radicalement différents, hein, mais si on s'en tient juste à nos ingrédients de cette question du scandale, on a affaire à, on pourrait dire, l'inverse, c'est-à-dire le désir d'une parole subversive, disons, qui est complètement annulée par une réception qui ne perçoit pas en fait la chose. Il y avait un autre élément, maintenant que j'y pense, dans le spectacle. Je ne sais pas si c'était lié au contexte politique, mais il y avait des liens possibles. En fait, régulièrement, selon un principe d'écriture dramatique qui est fréquent chez Pina Bausch de la répétition, il y avait un policier qui entrait sur scène et qui demandait aux danseurs leurs papiers et qui après les emmenait, en fait, un peu manu militari. Et on était vraiment, c'était octobre ou novembre 2010, on était vraiment en plein moment de la présidence Sarkozy avec démantèlement des camps des Roms, et puis il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, une espèce d'altercation avec la commissaire européenne aux droits de l'homme, une dame originaire du Luxembourg, et donc il y avait l'Europe avait beaucoup critiqué la politique du gouvernement français en disant voilà, c'est pas conforme en fait aux droits de l'homme, et Sarkozy avait réagi en disant ben voilà, le Luxembourg n'a qu'à les prendre, pardon, n'a qu'à vous avez compris ce que je veux dire. Peut-être c'est parce que la phrase est trop laide. Donc voilà, et c'était exactement le contexte de ces petites séquences en fait de contrôle policier sur scène. Et donc, vous voyez, si on fait des petites comparaisons, on aurait pu imaginer que le public s'empare finalement de ces séquences policières pour les investir de quelque chose par rapport au contexte, en bien ou en mal, enfin je veux dire de quelque manière que ce soit, ça aurait pu même être par soutien à la politique sarkozyste, je ne sais pas. Mais en tout cas, au contraire, c'était pas ça qui avait lieu, c'est-à-dire qu'il y avait une véritable déconnexion. En fait, ce qui se joue sur le plateau est complètement débranché du contexte, qu'il soit, vous voyez, d'adresse, qu'il soit du contexte politique, c'est-à-dire que la parole sur scène n'est pas créditée de la possibilité de contenir une position, une situation, une critique. En fait, elle est désamorcée avant même d'être énoncée. Et ça, c'est une chose qui est historiquement tout à fait repérable, enfin comment dire, qui est originale et qu'il faut interroger. C'est-à-dire, quelles sont du coup les coordonnées de la réactivité d'une parole publique? En fait, on pourrait dire que c'est ça la question du scandale. Si on devait convertir le scandale en question, si on devait le problématiser, ça serait ça. Quelles sont les coordonnées historiques de la réactivité de la parole publique? Donc ça, c'était Nelken, les œillets. Alors après, les deux autres dont je peux vous parler, c'est Hyperion
et Genet. Hyperion, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, d'ailleurs peut-être aussi Nelken. Hyperion, peut-être vous en avez entendu parler, c'est un spectacle qui a été créé à Avignon en 2014 par Marie-Josée Malice, qui est l'actuelle directrice du CDN d'Aubervilliers. Et c'est un spectacle qui a fait polémique. Voilà, je n'avais pas dit le mot jusqu'à présent, mais aujourd'hui on dit polémique. C'est joué ici. Ah, exactement, oui, merci beaucoup. Effectivement, il était ici. C'était la saison dernière ? Oui. Ah ben voilà, alors sûrement vous alors je ne sais pas comment s'est passé le spectacle ici. Moi, je ne l'ai pas vu à Avignon, ni ici, je l'ai vu à Aubervilliers. À Avignon, ça a été très dur. Vous le savez, donc la presse a été hyper hostile, la salle se vidait. Je connais un peu des gens. Frédéric a parlé de la revue qui s'appelle Revue Incise. Dans le numéro 2, il y a une critique du spectacle. Je pense que c'est une des choses. Il y a Olivier Neveu, justement, qui a écrit dans Théâtre Public une critique d'Hyperion. Et donc, cette critique, c'est moi qui l'ai écrite. Et sans flagornerie, je pense que c'est les deux textes les plus sérieux, en fait, qui ont été écrits sur ce truc-là. Qui disent pas les mêmes choses, d'ailleurs, et qui ne sont pas forcément en défense du spectacle, qui essayent de travailler, justement, cette question à la fois de ce qui se joue sur scène et puis de ce qui s'est joué aussi dans la réception. Donc, voilà, vous savez, ça a été assez dur. Je connais des gens en fait, de l'équipe qui me racontaient qu'effectivement à Avignon, il y avait des spectateurs qui attendaient Marie-Josée Malice à la sortie du spectacle ou avant d'aller à des émissions de radio pour l'agresser, pour lui dire que c'était pas possible de faire ça et tout ça, tout ça. Alors là, pour le coup, vous voyez, on pourrait dire qu'on a affaire à un authentique scandale, à quelque chose qui choque. Enfin, pour reprendre voilà, justement cette phrase très juste de Frédéric qui était « ça atteint le corps ». Tu me disais qu'à l'émission Le Masque et la Plume, il y avait, quand Armelle Elliot parlait du spectacle, elle en parlait d'une manière qui montre, enfin, elle avait été atteinte, enfin, c'était vraiment quelque chose qu'elle trouvait inadmissible, c'était scandaleux, cette chose-là. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui était scandaleux ? Oui. Parce qu'il y en a quand même un certain nombre parmi nous qui n'ont pas vu. Ah, pardon. Mais alors, c'est justement, c'est compliqué, parce qu'en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont fait obstacle, vous voyez, pour reprendre le mot au sens propre, qui ont fait trébucher. Et que c'est la superposition de tous ces trucs-là qui ont fait que le spectacle a été si mal reçu et si inadmissible. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous répondre, mais c'est une vraie question que vous posez, c'est intéressant, parce qu'en fait, les gens qui le voyaient, les critiques, ils disaient, mais on n'a pas le droit de faire ça. Odile Quiraud, dans le Nouvel Observateur, elle disait « De quel oubli des lois du théâtre ce spectacle est-il le nom ?» C'est fou, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a vraiment affaire à quelque chose qui a heurté les normes du théâtre. Mais il faut dire que les critiques dramatiques n'allaient pas très loin, justement, pour répondre à votre question. Ils n'en disaient pas beaucoup plus. Ils disaient, voilà, ça s'est beaucoup cristallisé sur les acteurs. Les critiques disaient qu'ils jouaient mal, qu'on n'entendait rien, alors je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu, enfin comment le spectacle a été reçu ici à Strasbourg. À Aubervilliers, quand je l'ai vu, c'était plus calme. Déjà, de toute manière, si vous voulez, il y a eu une espèce d'écrémage par Avignon, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, de toute façon, ne sont pas venus. Donc la salle était plus calme, il n'y avait pas les enjeux à Avignon. Enfin, Avignon, c'est quand même une scène un contexte très particulier, festivalier, donc on va voir les spectacles. Dans une saison normale, on va voir ce qu'on a envie de voir. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... C'est pas le même rapport au spectacle. Bon, tout ça pour dire que je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont jouées. Il y a eu la question du populaire. Il y a eu la question du destin de Marie-Josée Malice elle-même à l'intérieur de l'institution et de cet objet tout d'un coup, non pas parachuté, mais arrivé à Avignon avant qu'on ne se soit accoutumé à cette esthétique. Et puis je pense qu'il y a la troisième chose, alors ça c'est mon interprétation que je vous donne. Hein. La troisième chose, à mon sens, ça tient à l'adresse, justement aux comédiens, mais à une espèce de singularité de l'adresse qui faisait fond sur des coordonnées historiques qui ne sont plus du tout les nôtres. Il y a une espèce de lyrisme, en fait, de choses... Ah, pardon. Allez-y.
Mais oui, pardon, en plus, je m'aperçois que j'ai raconté un peu Nelken et... Ah non, mais vous faites bien de m'interrompre. Alors, en fait, Hyperion, c'est le nom d'un roman inachevé de Friedrich Hölderlin que Marie-Josée Malice a repris. Et alors, Hyperion raconte, en fait, c'est un roman épistolaire, à la base, et entre 3 personnages principaux. Hyperion, c'est un... attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est ça fait... le contexte du roman, en fait, c'est la Révolution grecque de 1830. Alors, arrêtez-moi, hein, les gens du TNS, vous avez sûrement les choses plus fraîches en tête que moi, mais la Révolution grecque a réussi... la Grèce a été... est sortie de la tutelle de l'Empire ottoman. En fait, le contexte, c'est ça. Et il y a toute l'idée qu'il y a quelque chose de l'ordre de nouvelles conditions spirituelles pour l'homme. C'est une métaphore un peu métaphysique, en fait, ce roman. C'est vraiment le destin spirituel de l'homme avec un grand H. Et Marie-Josée Malice et sa compagnie, les Levantina, il me semble qu'ils ont repris le spectacle depuis la question de la gauche aujourd'hui, et depuis la question de la politique. C'est-à-dire, nous sommes à un moment de crise politique. Nous devons... Bon, vous voyez, Marie-Josée Malice, c'est une amie, et une lectrice d'abord, et puis une amie de Badiou. Donc il y a toute cette question d'une relance d'une parole authentiquement de gauche. J'espère que je ne plaque pas trop de choses sur ce spectacle, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est retrouver, vous voyez, pour reprendre ces termes, je crois qu'elle et Badiou parlent de retrouver le courage, il y a cette idée-là. Et donc, Hyperion, c'est une parabole pour poser la question de quelque chose a fini. Il y a un des personnages qui dit... Alors, la parole est complètement diffractée, ils sont plusieurs au plateau, donc vous voyez, on n'est plus du tout dans les 3 personnages. C'est ça aussi qui a été beaucoup reproché. Bon. Vous imaginez où on en est quand on soit à se dire « Ah mon Dieu, où est le personnage ?» Et donc, là, c'est une parole qui est collective, vous voyez, qui est plutôt de l'ordre du mythe. Chacun porte la parole de tel et tel personnage. Il y a juste le personnage de Diotima, qui est le personnage féminin, qui est le seul, et qui tient sa parole, je veux dire. Et donc, ils disent, voilà... nous pouvons encore agir, nous pouvons repenser un renouveau de l'homme. Nous ne sommes pas assignés au champ de ruines, etc. Donc, vous voyez, autant de paroles, de métaphores de la crise politique. Donc, voilà, c'était ça l'objet. Et donc, je vous disais, il me semble qu'il y a la question du destin de Marie-Josée à l'intérieur de l'institution, du théâtre en général. Il y a eu d'abord cette question du populaire, c'est-à-dire que... Elle a présenté le spectacle à Avignon en 2014. Elle venait d'être nommée à la direction d'Aubervilliers. Et vous voyez, le CDN d'Aubervilliers a été dirigé par Didier Bezace, pendant des années. Et c'est un lieu qui passe pour être un des fleurons de la décentralisation française. C'est censé être le lieu qui a vraiment atteint l'adresse de la culture publique par cette haute fréquentation et éventuellement parce que ça serait un lieu de mixité sociale. Bon, je ne sais pas trop. Mais, enfin, moi, je fais une incise. Moi, la programmation de Didier Bezace, pour moi, elle était extrêmement populiste et absolument sans intérêt, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue artistique. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Mais, non, mais, enfin, je ne suis pas la seule, si vous voulez, à critiquer cette direction-là, mais voilà, pardon. Je ferme la parenthèse. Non, tout ça pour dire que, si vous voulez, il y a des gens qui ont une relative distance par rapport à ce diagnostic assez louangeur. Mais c'est par rapport à ça, à cette idée-là, que tout d'un coup, un objet qui vidait la salle à Avignon, qui déplaisait à ce point, et moi je respecte parfaitement que ça puisse déplaire, enfin, vous voyez, c'est pas... D'ailleurs, le spectacle ne m'a pas plu, mais... Que cet objet-là, qui était tellement mal reçu, qu'on imagine que ça allait faire l'ouverture de la nouvelle saison de cette nouvelle direction dans un lieu tellement symbolique, en fait, je pense que c'est ça une des premières choses qui a tellement choqué, en fait. Et le milieu théâtral en particulier, c'était l'idée, mais mon Dieu, tout ce qui a été bâti pendant des années par Bezace et par son équipe, et pour le coup, enfin, le travail de terrain, il y en a, enfin, il est incontestable,
ça va être mis à bas par l'arrivée d'une espèce d'esthète hors sol qui n'en a cure de faire quelque chose de populaire. C'est vraiment autour de cette question du populaire qu'il y a quelque chose qui a complètement vrillé, quoi, je pense, en premier lieu. Je regarde l'heure. Après, il y a eu, je pense, oui, effectivement, cette question... c'est que je pense que le scandale, vous voyez, c'est aussi lié à la capacité qu'a un corps social à absorber des objets qui lui sont d'abord hétérogènes. Enfin, Manet, aujourd'hui, on en fait des pins. Hein. C'est... Comment ? Oui, voilà, absolument. Oui, il y a une absorption par le phénomène de la consommation d'objets qui, au départ, étaient parfaitement subversifs et qui étaient nucléairement dans une hostilité à l'ordre. Et donc, le théâtre, à ce niveau-là, ça me semble être un endroit très particulier. Et je pense que Marie-Josée Malice, sa proposition, elle est arrivée à Avignon, c'est-à-dire à un endroit de visibilité maximale dans le champ du théâtre. C'est l'endroit où on voit, où on est vu, avant que ces propositions, elles aient eu le temps de s'acclimater, en fait. C'est-à-dire avant que... parce que vous voyez, Rodrigo Garcia, aujourd'hui, c'est un scandale relatif. C'est-à-dire on se doute bien qu'il va marcher sur des... qu'il va tondre... Quand il tond une fille sur le plateau, moi, je trouve ça atroce. Mais c'est juste que on sait qu'il va faire ça. Enfin, vous voyez, on l'attend à cet endroit-là. Il est payé pour ça. Marie-Josée Malice, ces objets... ils provoquaient du conflit, ils étaient problématiques avant, mais tout d'un coup, ils sont arrivés à un endroit d'ultra-visibilité sans qu'on ait eu le temps sans qu'ils aient eu le temps de s'acclimater, en fait. Et du coup, je pense que ça, c'est le second effet. C'est une lecture, disons, une interprétation plus sociologique. Si la première interprétation par le populaire, c'est une interprétation d'ordre idéologique, là, c'est plutôt la dimension sociologique, en fait, de la chose. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement du champ, pour reprendre le terme de Bourdieu, et tout d'un coup, il y a des objets qui sont pas parachutés, mais qui arrivent, qui ont une vitesse à l'intérieur du champ, qui ne permet pas, vous voyez, que leur réception soit lissée. Et donc, ça fait... Alors peut-être que dans 15 ans, ce qu'elle fera, ce sera complètement pasteurisé, qu'on sera tous habitués à des comédiens dont on dit qu'ils sont très lents. Moi, je n'ai pas tellement l'impression que ce soit très lent, en fait, ni pas audible. Ça, c'est Claude Régis, vous savez, qui se bagarre beaucoup par rapport à ça, en disant, mais voilà, je ne sais pas, écoutez, quoi. Tendez l'oreille, je ne sais pas, mais c'est parfaitement audible ce que je fais. C'est juste que c'est dans des niveaux de décibels qui sont juste inférieurs à la norme, au mainstream, en fait, du niveau sonore, mais... c'est juste que, vous voyez, il y a une dimension critique de dire, c'est juste vous vous n'êtes pas les bons spectateurs, vous ne savez pas être spectateurs comme il faut, quoi. Donc je pense que ça, c'est la deuxième chose, en fait, qui a fait problème, à mon sens. La troisième, en fait, je pense que ça tient à quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire, c'est-à-dire que on pourrait dire... cette idée de relancer la gauche, de relancer un espoir à gauche, c'est plus de mise historiquement. Vous voyez, tenir un discours un peu à la Macron par rapport à Hyperion et dire, non, mais c'est fini ça. Donc, ça n'a pas lieu d'être. Mais ce n'est pas ça qui s'est joué, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas cette critique-là qu'on a faite à ce spectacle. C'était, je pense, même plus... En fait, c'était aussi, ça a suscité une opposition esthétique. Et c'est ça aussi qui est chouette, même si on peut, vous voyez, avoir des tas de réserves, mais je pense que c'est intéressant que ce spectacle... alors, pour le coup, si le scandale, c'est quelque chose dont on ne profite pas, ça a été quelque chose qui était de l'ordre du scandale. Peut-être qu'on en jouit du scandale, mais on n'en profite pas. Là, pour le coup... ça a été hyper violent pour l'équipe. Et je pense que je trouve ça intéressant que c'est quelque chose qui est suscité, donc éventuellement quelque chose de l'ordre du scandale, sans que ça ait été, et c'est peut-être ça la cause, sans que ça ait été un scandale prédéterminé.
voyez, c'était pas des scènes de sexe, c'était pas on égorge des poulets ou alors on répand du sang. C'était quelque chose qui tenait à justement, il y avait quelque chose dans les modes d'éclairage qui sont vraiment remarquables, dans le jeu des acteurs, qui a heurté. Et vraiment, et enfin ça, vous voyez, on peut élaborer là-dessus, mais c'est un fait. Enfin, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas du théâtre, que c'est scandaleux de faire ça, qu'on n'a pas le droit de faire ça sur une scène. Et donc là, on a vraiment, oui, bien sûr. Ah oui, absolument, oui. 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 Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, ouais. 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 On va peut-être passer les micros. S'il y a un échange qui s'installe, on va peut-être passer les micros. Claude Régis, il commence à être tyrannique déjà avec les spectateurs qui veulent rentrer dans la salle. On n'a pas le droit de faire le moindre bruit et il faut qu'on s'asseye dans le silence le plus absolu. Oui, c'est vrai. Alors justement, par rapport à ça, je pense à une chose. Je fais une mini-boucle. Justement, en Pologne, j'ai vu un spectacle justement de Rodrigo Garcia, une performance, je ne me souviens plus du nom, où son comédien un peu fétiche cuisine un homard. Donc le homard est vivant, peut-être vous l'avez vu ce truc-là. Donc il tue le homard sur scène, il le cuisine, ça sent très bon, il s'ouvre une bouteille de blanc et il mange. Donc en plus, si vous voyez ça juste avant de dîner, donc tout le monde est un peu... Bon, il y a les gens, tout le monde est un peu... en fait, tout le monde a les crocs, on pourrait dire. Mais pas pour les mêmes raisons. Et quand je l'ai vu, il y a un spectateur qui était scandalisé et qui est descendu sur scène et qui a dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est violent... » Enfin, c'est... Moi, je trouve ça parfaitement légitime. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que, évidemment que Rodrigo Garcia, il fait ça pour provoquer ça. Et donc, s'il y a quelqu'un qui réagit... comment dire, en prenant frontalement cet acte, ben, je trouve que c'est parfaitement légitime, en fait, que quelqu'un descende en disant non, quoi. Et Rodrigo Garcia, et c'est là qu'à mon sens il y a un problème, il a poursuivi le spectateur, qui donc a quitté la salle en disant non, stop, en lui disant mais non, mais vous respectez pas l'art. Vous voyez comme c'est paradoxal, en fait. Donc là, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça, vous ne respectez pas le geste de l'artiste, etc. Et donc je pense que là, il y a quand même une façon qui est pas claire de la part du metteur en scène. C'est-à-dire que soit on joue le scandale pour de bon, et on provoque le public, et donc dans ce cas, on accepte que le public réagisse comme quelqu'un qui est provoqué, soit, alors pour le coup, vous voyez, on se comporte comme un Claude Régis, on dit, ben voilà, moi je fais une œuvre, ça vous plaît ou pas, vous sortez, mais vous le faites en silence, et si vous venez, alors vous venez vraiment. Ben, vous voyez, pour le coup, Régis, il est conséquent avec ce qu'il propose. Et Rodrigo Garcia, là, il y a une espèce de façon de vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire de vouloir le scandale comme effet, mais pas le scandale comme réel. C'est-à-dire le scandale comme dividende, mais pas le scandale comme rupture avec le public. Donc il faut qu'on l'aime, mais vous voyez, il y a un peu une idée, si vous partez, c'est que vous n'avez pas compris, puis si vous restez, c'est quand même que vous êtes un peu neuneux, quoi, parce que vous acceptez des trucs, il faut vraiment... Donc il y a une espèce de double pince, vous voyez, où on attrape le public, et une façon de dire, ben, quelle que soit votre position, en fait, vous êtes un peu pris dans une espèce d'étau où... Bon, alors, pardon, T'enchaînes sur Jean Genet ? Ah oui, absolument. Alors, le dernier exemple... Alors, Jean Genet, là, c'est 1966, 4 ans après les accords d'Évian, et donc, ben, on en reparle ces jours-ci, 4 ans après la fin de l'Algérie française. Genet a écrit une pièce qui s'appelle Les Paravents, qui est explicitement, de façon même scatologique, une attaque contre l'armée française, et Malraux le dira dans sa défense de la pièce, une attaque contre tout. Mais c'est une pièce, voilà,
Bon, je vous la raconte parce que ça vaut quand même la peine. Il y a en Algérie, dans la pièce, un colonel, vous le savez peut-être certainement mieux que moi, un colonel qui meurt et il y a 7 soldats qui se mettent autour de lui et qui disent il n'a pas la chance de mourir sur le sol de la patrie, alors qu'il ait au moins un peu d'air du pays, et il lui pète tous les 7 au visage. Et donc ça a fait... vous imaginez l'ambiance. Une semaine ou 10 jours après les débuts de la représentation, il y a des associations d'anciens combattants et des élèves de Saint-Cyr qui prennent des places et qui descendent dans la salle, qui jettent des boulons sur les spectateurs, qui jettent des fruits pourris et des œufs. Il y a Maria Casares sur scène qui se fait injurier. Ça, c'est le premier... C'est une attaque contre la pièce en 3 temps. Interruption du spectacle, donc. Manifestation devant le théâtre de l'Odéon des anciens combattants d'Indochine et d'Algérie, donc avant les représentations, et de la fameuse association d'extrême droite Occident, je ne sais pas si ça vous dit un truc, qui a fourni d'ailleurs les cadres éminents des Républicains aujourd'hui, Devedjian, Gérard Longuet, Claude Gosguen, le maire du 7e arrondissement, c'est des anciens du groupe Occident, qui se flattaient de faire des ratonnades et tout ça. Et à l'automne 66, toujours des associations d'anciens combattants qui font une demande auprès de l'Assemblée nationale pour que Jean-Louis Barrault, qui dirige à l'époque l'Odéon, ait ses subventions diminuées rapport auparavant de Genet. Et Malraux défendra la pièce en disant mais Genet n'est pas plus anti-français que Goya n'était anti-espagnol. Donc je vais vite là-dessus, mais on pourra en reparler, juste pour vous soumettre mon hypothèse sur laquelle je vais aller vite aussi. Vous voyez, les paravents, là, on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre du scandale, de quelque chose qui fait rupture, en fait, d'un discours sur scène qui fait vraiment rupture avec un contexte politique et social. Enfin, vous voyez, à la limite, il y a certainement des choses à dire, mais en fait, je suis un peu sèche, je pourrais dire, sur les paravents, parce que c'est comme une sorte d'objet pur, de scandale pur, avec une chose qui est effectivement une opposition. Il n'y a pas de, il n'y a pas de malentendu, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a ces situations historiques tellement distinctes les unes des autres, mais que pourtant on peut placer sous l'égide de cette question du scandale, mais qui s'articule à ce signifiant d'une manière qui est à chaque fois très singulière? Alors, vous avez l'interprétation de Nathalie Heinisch, je ne sais pas si vous voyez cette sociologue, qui, elle, a écrit un livre un peu marquant qui s'appelle « Le triple jeu de l'art contemporain », qui explique qu'en fait, la subversion, c'est un produit de la commande d'État. Qu'en fait, dans la mesure où les artistes aujourd'hui sont payés par l'État, je vais très vite, c'est ce qu'elle dit en substance, et qu'on vit, parce qu'elle est très critique par rapport au romantisme, à la construction de l'artiste comme figure moderniste et tout ça, comme on vit avec cet idéal-là, la somme de la culture publique, de la culture financée par l'État, plus ce fantasme d'un artiste en rupture, et bien ce que ça produit, ça plus ça fait une subversion en surenchère. C'est-à-dire que pour être reconnu, pour être à la hauteur de cet idéal d'un artiste en rupture, mais subventionné par l'État, alors on a affaire à des choses de plus en plus débridées, obscènes, immorales. Donc, par exemple, j'avais lu un texte où elle conteste en fait les expositions, par exemple, du photographe Robert Mapplethorpe, parce que c'est des scènes parfois sadomasochistes et des scènes homosexuelles. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle critique le plus là-dedans, mais... Alors, vous voyez, vous avez une lecture comme ça, qui incrimine finalement la culture comme publique. Après, vous avez évidemment, je vais très vite, pardon, vous avez une interprétation à la Norbert Elias qui travaille sur le procès de civilisation, et puis l'idée qu'effectivement, il y a un polissage des mœurs historiques qui expliquerait que, vous voyez, on pourrait se dire aujourd'hui, Robert Macaire, on ne le censurerait pas, quoi. On pourrait dire ça. Un peu une lecture, c'est pas celle de Norbert Elias, vous voyez, mais on pourrait faire une lecture qui serait, pour essayer d'interpréter cette question historique, cette évolution, on pourrait se dire, bon,
une lecture social-démocrate qui consisterait à dire, bon voilà, il y a une époque, il y avait de la censure, il y avait une monarchie, il y avait des outrages à la religion, et puis aujourd'hui, on est dans un contexte politique qui n'a plus rien à voir, il y a... on est en démocratie, dans un état de droit, avec la liberté d'expression, etc. Je ne sais pas si c'est la lecture la plus pertinente pour attraper ça, en fait. Parce que vous voyez, si on prend l'exemple, ça c'est quelque chose que je trouve assez frappant. Non, je ne dis pas ça parce que je vais me faire une digression. Il y a un troisième type d'interprétation qui me semble assez consistant et assez intéressant en tout cas à travailler, c'est l'interprétation par le postmodernisme. Par le postmodernisme. Je pense à un auteur qui s'appelle Jameson, Frederick Jameson, qui est un monsieur assez âgé maintenant, il est né dans les années 30, c'est un philosophe américain, qui a une position aux États-Unis et en Europe, mais déjà aux États-Unis un peu originale. C'est quelqu'un qui a vraiment été formé à la philosophie occidentale, qui a fait sa thèse sur Sartre, qui est un grand lecteur de la philosophie française et qui est un grand lecteur aussi de la psychanalyse, un lecteur de Freud et de Lacan, et qui produit en fait une théorie de la culture qui est assez magistrale. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le postmodernisme », qui est en poche maintenant, qui est assez mal traduit, mais qui est vraiment remarquable. Son œuvre est progressivement en train d'être traduite en français. Alors, pour faire un peu de pub, dans Revue Incise, vous avez des textes de Jameson sur Brecht. Il a très peu travaillé sur le théâtre, en fait, mais il a travaillé sur Brecht. Et d'ailleurs, Brecht, qu'il n'attrape pas tellement du point de vue du théâtre, mais il attrape l'œuvre globale, et la poésie, et le théâtre, et les essais. Et alors, Jameson, lui, il dit, vous, le postmodernisme, c'est ce que vous obtenez quand la culture a tout recouvert. C'est-à-dire quand il n'y a plus de nature, quand ce rapport de tension entre culture et nature qui caractérisait la période moderne a fini. C'est-à-dire quand il n'y a plus de zone résiduelle, en fait, quand tout a été absorbé par la société. Alors il me semble qu'il y a des éléments de cette interprétation par le postmodernisme qui préexistent à ça chez Hannah Arendt et chez Pasolini, par exemple. Il y en a d'autres, mais ça me paraît très éclairant chez ces deux auteurs. Pasolini, par exemple, ce qu'il raconte, c'est que, vous voyez, peut-être vous l'avez vu, il a fait un film qui s'appelle Hackathon, qui est sorti en 1962, et qui filme, en fait, alors c'est vraiment typiquement la fascination, vous voyez, on pourrait dire, de l'intellectuel pour une espèce de peuple qu'il ne connaît pas, enfin, ou en tout cas auquel il n'appartient pas. Ça, c'est une critique qu'on peut faire, ou qu'on entend, que Arendt fait elle-même. Alors, Pasolini filme une espèce de ce qu'il appelle, lui, voilà, le sous-prolétariat romain. Et dans les années 75, quand il revient, Hackathon est programmé à la télévision, à la RAI, en 75, je crois. Et il écrit à cette époque-là dans la presse, c'est l'année où il meurt, où il est tué. Il écrit « Si je devais refaire Hackathon aujourd'hui, je ne pourrais pas. Parce qu'en fait, les gens que j'ai filmés en 62, ils n'existent plus. » Alors, c'est pas que la misère romaine avait disparu, c'est qu'en fait, quelque chose qui était de l'ordre du peuple, quelque chose qui était de l'ordre de zones hors société, justement, vous voyez, de zones précisément dont les règles de vie, l'éthos, étaient autonomes, n'étaient pas rabattables sur les lois générales de la société de consommation italienne des années 60, eh bien, il y a des poches hors société dont ce sous-prolétariat romain que Pasolini filme, donc avec cette espèce de fascination et d'amour, au début des années 60. Alors, la lecture de Pasolini, elle est extrêmement violente. Hein. Il dit c'est un génocide culturel. L'Italie des années 70, c'est la réalisation du fascisme historique. Le fascisme a réussi, c'est la société de consommation italienne catholique des années 70. Donc voilà, bravo. Et c'est un génocide culturel dans la mesure où ces groupes sociaux qui avaient leur morale, qui n'était pas une morale supérieure aux autres, hein, c'est-à-dire qu'il reconnaît que c'est des petites frappes, c'est des proxénètes. Vous voyez, le personnage principal d'Hackathon, c'est une espèce de proxénète hyper violent. Enfin, il n'y a pas de... L'idéalisation qui a lieu, elle est plus subtile.
c'est pas l'héroïsation de la classe ouvrière ou d'une espèce de figure comme ça hors sol. Ces zones sociales, elles étaient autonomes. Et aujourd'hui, dit-il, ou dirait Arendt, c'est la société de masse. Et Hannah Arendt, elle dit dans La crise de la culture, la société de masse advient quand la société a recouvert toute la population. Donc vous voyez, il y a cette idée, il y a toujours cette idée que l'extériorité radicale n'a plus de conditions de possibilité historique. Il y a, on appartient tous plus pleinement, en fait, aux sociétés dans lesquelles on vit. On est tous, et c'est ça dont je voulais parler tout à l'heure, et je me suis arrêtée pour ne pas faire de digression, mais vous voyez, moi ce qui m'a frappé, c'est le passage à l'euro. Le passage à l'euro, en fait, sur un périmètre géographique immense, quoi, en Europe, sur tout le continent européen, il y a eu en finalement très peu de temps, tout le monde a changé de monnaie. Vous voyez, historiquement, il faut imaginer le degré de pénétration dans les populations que ça exige en fait entre un appareil d'État et des populations. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, nous vivons dans des démocraties libérales. Au demeurant, Jacques Chirac ou François Hollande, ils ont un pouvoir qui est incommensurable par rapport à un Louis XIV. Tout monarque, despote fut-il. C'est-à-dire que concrètement, en termes de technologie de pouvoir, peut-être ça se prête à une lecture très gauchiste, ce que je raconte, ou un peu libertaire, mais de fait, vous voyez, en termes de technologie de pouvoir, il y a j'avais un prof d'histoire médiévale qui nous disait ça, un paysan dans le Berry, je ne sais pas, au XIIIe siècle, il croise peut-être un fonctionnaire de l'État par an. Vous voyez, nous, des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire des représentants de l'État, de la puissance publique, on en croise des dizaines par jour. Enfin, et puis même, la question du représentant de l'État, elle est hyper diffractée. On est tous, peut-être parfois, il y a des bouts de nous qui sont représentants de l'État. Enfin, vous voyez, le rapport au pouvoir, il a historiquement, il est très... Il y a un effet pyramidal et il y a une chose d'intégration. On vit dans des sociétés qui sont intégrées. Donc, pour revenir à notre scandale, et je m'arrête là, c'est que il me semble qu'on peut faire des hypothèses entre l'existence de zones d'une extériorité radicale et la possibilité d'actes oppositionnels. C'est ce que dit Arendt. En fait, elle dit, voilà, la société de masse, elle fabrique du désespoir. Alors ça, c'est... elle fabrique du désespoir parce qu'en fait... il n'existe plus ces zones qui étaient des zones de repli, en fait. Des endroits où des gens qui n'avaient pas leur place ou qui ne trouvaient pas leur compte, même, comment dire, pas seulement socialement. C'est-à-dire que ces zones hors société, c'est aussi des zones ressorts pour des identifications symboliques. C'est pas simplement qu'on y appartient ou pas. C'est qu'en fait, on peut-être que ça peut servir de support à des paroles qui une parole critique authentique, on pourrait dire, elle est corrélée à la possibilité de ces zones hors société. Alors, ce que je veux dire par là, enfin voilà, c'est une hypothèse que je formule pas très bien et trop rapidement, mais ce que je veux dire par là aussi, c'est pas qu'on serait dans un monde où des sociétés intégrées de façon complètement centripète ne laisseraient plus la place à de l'opposition. Ce que je veux dire, c'est que les coordonnées de l'opposition, d'une parole publique oppositionnelle, elles ont muté. Et que ça affecte la question du scandale. Ça affecte la capacité ou pas à ce qu'il y ait des scandales, ou en tout cas leur teneur, leur modalité. Voilà. Ça touche aux modalités même du scandale. Ce qui explique aussi que, par exemple, le scandale, aujourd'hui, ça fait recette. Vous voyez, la FNAC agitateur depuis... c'est quand même l'idée que le scandale, c'est chouette. Mais c'est chouette, justement, parce que peut-être il n'y en a plus, ou qu'il y en a d'autres, mais sous d'autres formes, enfin, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, merci. Voilà, pardon, j'ai été un peu longue. Bien. C'est vrai qu'il nous reste un peu de temps.
Ah, tant mieux. un temps pour le public qui a certainement beaucoup de questions à poser. Après cette belle densité, cette belle analyse avec plusieurs niveaux, plusieurs plans de problématisation. Moi, j'aurais quelques questions, mais je préférais que ce soit le public qui intervienne, puisqu'il ne reste plus qu'une demi-heure. Mais la première question, en fait, rapide, c'est pour revenir sur l'affirmation selon laquelle il n'y a pas d'art sans scandale. C'est vrai que ça a un caractère universel. Toi, tu démences cette universalité-là en considérant que le scandale est vraiment historique, qu'il apparaît historiquement au XIXe siècle avec, bien évidemment, la prise de position d'autonomie artistique que revendiquent à la fois les écrivains et les peintres, et avec les champs d'ailleurs qui correspondent, le champ économique qui s'autonomise avec les galeries d'un côté et puis les éditeurs de l'autre. En même temps, j'ai envie de dire, et après c'est une question un peu naïve, mais parce que c'est une question anecdotique et historique, mais je me dis, est-ce que Molière et Tartuffe, ça fait partie d'un scandale? Est-ce que certaines pièces de la tragédie antique où on représentait par exemple la guerre entre les Grecs et les Perses sur le plateau, et que ça... Alors, parce que c'est vrai que moi, l'idée du scandale, je l'entends toujours comme un phénomène au départ, un phénomène affectuel, un phénomène tripal, un phénomène physique, comme tu l'as dit, et pas forcément d'entrée de jeu un phénomène social. Mais en même temps, c'est vrai que le social et l'affectuel, j'ai envie de dire que c'est intriqué. Mais ça veut dire que ces phénomènes-là que je viens de citer, ils ne correspondraient pas à la catégorie. Ce serait une autre catégorie. Parce que j'ai bien entendu aussi qu'il y a un art, à un moment donné, qui est religieux et qui est ordonné au divin, et que cet art-là, il est normé, donc il provoque pas les scandales qui adviennent, puisqu'il est hétéronome, il dépend d'une autre loi, il ne dépend pas de sa propre loi, comme tu l'as dit. Mais ça, je l'entends. Mais il y a aussi des moments où, on est obligé d'interdire Tartuffe. Vous avez un auteur dramatique à cette époque-là, qui est contemporain de cette époque. Vous avez un auteur contemporain de cette époque-là qui se retrouve en corps à corps avec une partie de la société et qui veut sa peau. Non, mais tu as raison. Certainement... Je ne sais pas, c'est une question. Non, mais en fait, Jameson, pour le coup, c'est une ressource aussi à ce niveau-là, parce que quand il parle du postmodernisme, je te réponds, il ne dit pas que le postmodernisme, c'est une époque. En fait, il a une vision de l'histoire qui est plus complexe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez plein d'époques superposées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une représentation de l'histoire comme une espèce de chose linéaire et où tout aurait la même vitesse. Il y a l'idée que, je ne sais pas, si on va dans un village, dans une région en France, on n'est pas à la même époque. Et que du coup, il y a des zones historiques, même en nous, qui ne sont pas contemporaines. Qu'on n'est pas notre propre contemporain. Et donc, ça ouvre la possibilité aussi qu'il y ait des événements dans l'histoire qu'une époque n'est pas homogène. C'est ça que je veux dire. Et donc, effectivement, oui, que Tartuffe ait fait ainsi, si je puis dire, c'est pas contradictoire avec l'idée que... Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une définition large en fait, du scandale et une définition étroite. Et que stricto sensu, je pense que le scandale, c'est vraiment un phénomène moderniste. Mais qu'après, effectivement... mais par exemple, que dans le scandale, il y ait une dimension de rapport à la norme et que ce soit ça qui le détermine prioritairement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut tenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé d'Hernani, par exemple, la fameuse bataille d'Hernani. Mais on a affaire, là, pour le coup, à quelque chose qui vient heurter et qui vient... ça fait friction à un moment où, justement, Hernani, ça se propose comme un truc qui fait bouger les codifications des genres. C'est un objet qui se met à cheval sur deux genres différents, dans un moment où, justement, les genres sont en train, peut-être, de passer la main à d'autres codes maîtres pour penser les œuvres. Et donc, il y a ce rapport à l'écriture des normes, en fait.
Après, ce qui se passait dans le théâtre antique, c'est assez dur, en fait. C'est-à-dire ce qui est frappant, et sur le scandale, c'est sensible, c'est que c'est difficile d'arriver à... Bon, c'est toujours un problème historique, enfin, c'est un peu le b.a.-ba de l'historiographie, ce que je dis là. Mais sur des questions de scandale, c'est-à-dire des choses qui effectivement touchent à la façon dont on a intégré les normes, c'est difficile de lire des archives ou ce qui se passe à d'autres époques sans plaquer nos propres représentations. Et des mots, parce que du coup, les mots, c'est pas juste des étiquettes, c'est-à-dire que ça emporte un rapport à la réalité et tout ça, donc... Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais le scandale était sur la scène. En même temps, c'était pas un peu autorisé? C'est-à-dire que est-ce que l'art théâtral grec, justement, c'était pas autoriser cette espèce d'affrontement au divin ou voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, effectivement, vous avez raison. Là, c'est encore une autre définition du scandale qui est plus forte, en fait. C'est-à-dire que la tragédie comme scandale, c'est une chose qui est de l'ordre de la métaphysique. C'est vrai que du point de vue moderniste, le scandale, c'est une atteinte à un ordre bourgeois, c'est une définition plus idéologique en fait. Mais oui, vous avez raison. Et à contrario, vous avez une pièce, je ne sais plus le nom de l'auteur italien, le Concile d'amour. Panizzatti. Directement, évidemment, met en cause la religion chrétienne, les représentations de Dieu, des anges, de Jésus, etc., de Marie, et de l'arrivée sur la scène du monde de la syphilis par l'intermédiaire de tous les prélats en respectant la hiérarchie. C'est clair qu'aujourd'hui, ça ferait scandale de le jouer, mais le but de la pièce était moderne déjà, par rapport au théâtre grec, n'est-ce pas? Vous voulez dire par rapport au théâtre grec? À l'enjeu du scandale dans le théâtre grec, la pièce de cet Italien, je ne sais plus son nom, le Concile d'amour, oui. C'est pas Oscar Panizzatti? Oscar. Ah oui, Oscar. C'est une pièce moderne, c'est-à-dire une pièce qui prend de front l'attente du public. Oui. Moi, ce que je voulais dire, mais vous avez raison, de remettre des jalons comme ça met en valeur cette idée que la parole publique, notamment au théâtre, elle est prise dans des coordonnées qui mordent sur les subjectivités complètement. Enfin, je veux dire, où la question du sujet ou de l'individu et du collectif, elle est transversale. C'est pris dans des coordonnées où il faut, en fait, c'est-à-dire que prendre en compte la façon dont le rapport au collectif est pensé historiquement à ce moment-là. Que ce n'est pas un invariant, en fait, le rapport qu'on a à la parole publique. La fonctionnalité est directe ou indirecte. Oui. Pardon, ce serait bien de faire passer les micros pour qu'on entende bien et qu'on voit où la parole va et se distribue. À quel moment, d'après vous, passe-t-on de la polémique au scandale? Vous voulez dire du scandale à la polémique? Et inversement? Vous pensez à quoi? Je pense par exemple à des spectacles qui peuvent faire polémique, mais pas, enfin, à mon avis, automatiquement scandale. Et inversement, et actuellement, peut-on ne pas être d'accord sans qu'il y ait polémique? Vous pensez à quoi? Je pense par exemple au fait que quand il y a un débat,
on s'arrange, enfin il me semble-t-il, toujours pour qu'on tombe sur une polémique, que les gens ne soient pas d'accord en fait. Qu'il faut que pour qu'il y ait débat, il faut trouver des gens qui ne soient pas d'accord. Et pour qu'il y ait scandale, enfin vous voyez, donc vous parliez tout à l'heure de polémique dans un spectacle, d'accord? Et à quel moment alors on peut déraper ou je sais pas, passer de la polémique au scandale? Qu'est-ce qui d'après vous, quels sont les, comment dire, les mécanismes qui puissent permettre de passer de l'un à l'autre? Ben, s'il y a eu scandale récemment, vous voyez, je pense que Hyperion, c'est quelque chose dont, au sujet duquel on pourrait parler de scandale. Mais si on suit si on suit cette hypothèse du postmodernisme, on est quand même dans des coordonnées où le scandale n'a plus lieu. Je pense au spectacle de Castellucci sur le visage du Fils de Dieu. Voilà. Alors là, je pense qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a eu polémique? Il y a eu peut-être polémique, il n'y a pas eu scandale, enfin je pense pas. C'est pas un scandale. Castellucci, c'est pas un scandale. Garcia, c'est pas un scandale. C'est des questions naïves. Oui. Hein. C'est 2005, Avignon 2005. C'est quoi? Il y a un phénomène de scandale. Peut-être qu'effectivement vous avez raison. Je pensais à ça. Enfin, ah oui, bah alors. Richter en Allemagne récemment, c'est un scandale. Alors ça, je suis pas au courant. Ben, il a fait un spectacle où l'extrême droite l'a assigné en justice et par rapport aux propos qu'il tient dans le spectacle. Et là, voilà, alors est-ce que c'est orchestré? Est-ce que tu parlais de scandales qui pouvaient tirer il y a des scandales qui sont des scandales bénéfices en termes de valeur. Alors, que ce soit délibéré ou pas. Mais sur la liste, là, sur Castellucci, sur Garcia... Ben moi, j'aurais tendance à penser, pas pour des raisons morales ou par parti pris, mais que c'est pertinent intellectuellement d'avoir une définition, un concept de scandale qui soit étroit. Et du coup, c'est vrai que Castellucci, pour moi, c'est pas de l'ordre du scandale, c'est-à-dire que ça heurte personne, il n'y a rien d'anticlérical ni d'anti-religieux sur scène. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est juste dans un contexte de manif pour tous, dans un contexte préélectoral, de volonté par des groupuscules d'extrême droite et de catholiques extrémistes qui veulent se remobiliser. Castellucci, c'est un alibi. C'est un prétexte, en fait. Oui. C'est une façon de faire le buzz, si je puis dire, mais la plupart des gens qui manifestaient contre ça, d'abord, ils ne l'avaient pas vu, puis... c'est-à-dire que c'est pas parce que... Comment dire, pour affiner le truc, pourquoi est-ce que je pense que c'est pas un scandale? Parce qu'en fait... Non, mais peut-être que je me trompe, en fait. Mon interprétation, c'est ça, c'est que c'est vraiment pour... Non, je suis insuffisante sur ma réponse, je suis désolée, parce qu'en fait, je ne saurais pas en dire plus, là, à part de vous dire ça, mais j'arrive pas à l'articuler avec l'idée que c'est pas un scandale. Non, parce qu'en fait, je me souviens, à Paris, place du Châtelet, pour l'avoir vu, il y avait vraiment pas grand monde avec des pancartes. Puis vous voyez ce que ça mobilise, c'est l'idée que la culture, c'est de gauche, qu'il y a de l'élitisme, enfin, il y a toute une espèce de populisme aussi par rapport à ça, et qu'il y avait 2 cordons de CRS qui entouraient ça, et puis les gens, ils allaient au théâtre, qu'après, le théâtre public s'est aussi saisi de ça. Peut-être que c'est ça en fait, cet ingrédient-là, moi j'y tiens assez. L'idée que le scandale c'est une problématique de la norme, l'idée que ça affecte le corps de celui qui le reçoit, et le troisième ingrédient qui serait assez déterminant, c'est qu'on n'en profite pas. Si on prend le scandale au sens strict, vous voyez, dans une espèce de forme pure, c'est pas la bonne occasion, quoi. Et je pense que le théâtre public, il a été quand même... Il y avait un truc un petit peu satisfaisant dans cette histoire de Castellucci, vous voyez. Quand Ribes, il ouvre, parce qu'il y a eu Rodrigo Garcia, juste qui a suivi après. Hein. Et c'était pareil, il y avait des CRS partout, il y avait l'idée que, mon Dieu, le théâtre défend la liberté d'expression. C'est vrai ou c'est faux. En tous les cas, on capitalise un peu là-dessus, vous voyez. Le théâtre dort son blason dans cette affaire-là. Je veux bien réagir, Diane, parce que moi, je l'ai vécu à Rennes, dans le cadre d'une manifestation à 1500 personnes en face qui voulaient interdire le spectacle. Et effectivement, là où c'était peut-être pas le scandale, mais où c'était le débat public, c'était à l'inverse du théâtre envahi par les manifestants et qui résiste à l'ordre public, des années 68 par exemple. On a vu là le théâtre
protégés par les forces publiques, et c'était très impressionnant à Rennes en tout cas. Effectivement, la rue bouclée, les camions de CRS, les boucliers, etc., etc. Et quand même, à l'intérieur de la salle, des jeunes gens qui avaient acheté leur place un mois plus tôt et qui se levaient et se mettaient à chanter la messe. Donc, quand même, je sais pas. Vous faites bien. Voilà, il y avait quand même des intrusions dans la salle de ce qui se passait dehors et des interruptions, ou en tout cas des contres directs à ce qui se passait au plateau, dans la salle, et avec sortie du public, etc. etc. Donc, non, mais vous... je voulais juste préciser ça quand même. Pour moi, c'était un endroit très particulier quand même de l'espace de la représentation théâtrale normée. Je reflue alors de ce que j'ai dit. Alors, peut-être pas à Strasbourg, à l'époque j'étais à Rennes, et peut-être pour faire rebond derrière, j'ai l'impression que la question du scandale est liée à la question du débat public. C'est quand est-ce que le théâtre revient dans l'espace public et parle à l'espace public. C'est-à-dire, peut-être qu'aujourd'hui la transgression, peut-être, le scandale, ce serait juste de se emparer d'une parole qui ne soit plus une parole de l'entre-soi et qui revient partager avec la société et avec les populations. Voilà, c'est une petite piste comme ça. J'ai l'impression que c'est ce qui joue un peu sur le Fassbinder que tu vas voir ce soir. On pourra en reparler après. Mais voilà. Oui, je voulais dire qu'à Strasbourg, il y a un dominicain qui est allé voir plusieurs fois Avignon Castellucci et qui en parle, quoi, qui organise des réunions où on peut voir Castellucci. Il est venu pour nous parler de son œuvre. Et c'est quand même un dominicain, voilà. Et en fait, il faisait une lecture théologique du spectacle. Enfin, le spectacle s'y prête d'ailleurs. C'est peut-être un grand mot, je me rappelle, non? Pas théologique. Voilà. Non, mais ceci dit, je pense que théologie, c'est très, comment dire, enfin, théologique, c'était pas du tout négatif dans ma bouche. C'est-à-dire que je pense que c'est très savant sur ces questions-là. Et... Ah, allez-y, oui, monsieur. Alors, on parle souvent du public qui est scandalisé. Est-ce que l'auteur, est-ce que les acteurs, quand ils sont dans la salle, quand ils jouent, quand ils préparent, quand ils répètent quelque chose, ils n'expriment pas justement leur scandale face à une situation qui est parfois celle de voir une salle muette malgré tout le scandale auquel ils participent. En un mot, est-ce que le scandale n'est pas destiné de la part de son initiateur à créer un véritable dialogue et le scandale idéal ne serait-il pas justement le fait que la salle se lève et vienne non pas sortir de la salle, mais envahir le plateau pour discuter, pour... Et vous pensez à... Vous avez déjà vécu ça? Je n'ai pas d'exemple. Oui, non, je comprends. Sur le plateau. Je comprends, vous voulez dire, ça serait ça en fait. Dans les exemples qu'on a regardés, que je vous ai présentés, vous voyez par exemple, je pense que Marie-Josée Malice, c'est ambigu en fait. Je pense que, je sais pas, il faudrait qu'ils parlent eux, en fait, les metteurs en scène et les acteurs. Ce que j'ai pu lire, c'est que Genet et son metteur en scène, donc Roger Blin. C'était Blin, regardait les manifestations du premier étage de l'Odéon avec assez de satisfaction, en fait. Que c'était quand même pas mal. Après, oui, non, vous avez raison, c'est par rapport à cette idée que le scandale, est-ce qu'on en profite ou pas? Et est-ce que, du coup, il n'y aurait pas un bon scandale, vous dire, ou quelque chose qui est ouverture de la discussion? C'est assez rare quand même. Parce que vous... Rodrigo Garcia, vous disiez tout à l'heure sur Rodrigo Garcia, moi je le perçois comme tel. J'ai vu comme un certain nombre ici au TNS, j'ai assisté chez Ikea pour creuser ma tombe, il y a un bon bail, il y a un bon moment, et vraiment j'ai été saisi de cette espèce de... J'ai perçu comme une espèce de désarroi chez Rodrigo Garcia, je ne vais pas faire plus sa psychanalyse, mais un désarroi qui bon voilà, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, vous sortez, vous êtes bien con, vous restez, vous êtes bien con. Donc il n'y a plus qu'à monter sur scène. Et du coup, vous lui auriez dit quoi?
Enfin, je veux dire, si vous aviez... Est-ce que ça suscite réellement... Moi, mon idée, c'est que quand même, cette idée que le scandale, ça serait un désir de vraie discussion, d'un débat conséquent ou d'un affrontement substantiel et puis fécond, je ne peux pas ne pas mettre ça en lien avec le TINA dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense vraiment que la culture aujourd'hui, elle récupère, malgré qu'elle en ait, l'effet de refoulement de la politique. Après la chute du mur, il y a l'idée que voilà, la messe est dite, si je puis dire, et il n'y a plus d'idéologie. Vous voyez, la politique a été vidée du conflit. Le capitalisme, ça ne s'interroge pas. C'est ça qui a le fin mot de l'affaire. Et donc, la politique a été... oui, le conflit a été refoulé de la scène politique. Et je pense que ça fait retour sur la culture. D'où ce désir de scandale, de quelque chose qui est lieu d'un événement. Mais il y a une conflictualité nécessaire aux politiques qui, si elle n'avait pas été évacuée par l'idéologie du néolibéralisme, peut-être que notre rapport à l'art et à la chose culturelle serait très différent, en fait. Bon, voilà ce que je pourrais dire. Bonjour. Attendez, il y a une question là-bas au fond. Ah, oui, alors attendez, il faut que vous récupériez le micro. Est-ce que vous pensez que le scandale serait une norme? Est-ce que vous pensez que le scandale serait une norme? Oui, un peu, oui. Que ça ferait un petit peu partie du merchandising pour toucher beaucoup plus de médias? Ben, je pense qu'il y a un idéal dont je parle là et qui fait fond sur un vrai désir. Hein, c'est pas... Et après, je pense que oui, vous voyez, quand Rib intitule ses saisons Rire de résistance, il y a l'idée qu'on va capitaliser sur une forme d'opposition à l'ordre. Je donne mon avis, hein, là, comme ça. Enfin, j'émets un jugement. Mais je pense que c'est pas... S'il y a un théâtre à Paris qui est proche du divertissement, de la chose, du théâtre privé, c'est le Rond-Point. Et que pas que. Ils ont aussi des programmations assez diversifiées, mais il y a des dominantes qui peuvent être dans ce que tu racontes, le divertissement. Mais pardon, mais incise. Non, mais tu as raison, probablement. J'en ai une image très consensuelle, en fait, de ce théâtre. Et donc, je pense que oui, là, pour le coup, c'est... oui, enfin, j'allais dire, c'est une norme, ça a parfaitement sa place dans un ordre au regard duquel, normalement, la définition de scandale, c'est pas ça. Excusez-moi, j'ai plutôt le sentiment, en fait, que ça tourne un peu court, parce que ça voudrait dire que, quelque part, on ne peut jamais se passer de l'État, de toute façon, on ne peut pas, et du coup, probablement, d'un rapport, finalement, d'aliénation à l'État. C'est-à-dire, tant qu'on ne l'a pas pensé, on ne peut pas se poser correctement au théâtre, on ne peut pas se poser correctement devant l'art en général. Et en même temps, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas en sortir parce qu'on est dans des obligations de un minimum d'aliénation. Est-ce que vous me suivez? Oui. Pas très bien. C'est-à-dire que, quelque part, c'est redéfinir le culturel ou tout ce qui sera artistique en dehors d'un rapport à l'État. C'est absolument pas possible. On est obligé de... oui, non. Ça, c'est une de tes préoccupations, d'ailleurs. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Manquer entre un public très bien informé et bien instruit, bien éduqué, civilisé, en fait, et des artistes qui ne font que répéter cette mascarade, en fait. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Sauf à se libérer de cette injonction au scandale. Non, mais je suis d'accord. Et du coup, ça revient en fait à repenser aussi les catégories, comme celle de la transgression, etc. C'est pas seulement du côté du sacrilège, où aujourd'hui, c'est plus dans la question du sacrilège, même si on est un peu en arrière-plan. C'est, je sais pas, il y a des artistes, par exemple, je pense à Bataille, qui ont... pardon à Bataille, ouais. De Bataille, qui a essayé, en fait, d'être dans des dépassements par rapport à l'art, par rapport à... en repensant certaines catégories, quoi. Non, mais je suis d'accord avec vous. Alors, il y a tout un théâtre militant qui est hors État.
Et je pense qu'il y a quand même un champ qui est minoritaire, hein, mais tout le théâtre n'est pas institutionnel. Et du coup, c'est des coordonnées particulières. C'est toute une des dimensions possibles, en fait, d'une articulation entre théâtre et politique. Après, effectivement, la question de l'État, elle est prégnante et elle est centrale, a fortiori par rapport à cette question du scandale, dont on voit que à l'intérieur d'un champ public, d'un champ subventionné, disons, tout d'un coup, c'est requalifié d'une façon très particulière. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on est arrimé sans solution à cette alternative effectivement complètement stérilisante entre... c'est-à-dire que si on pense que le théâtre doit produire du scandale, vous voyez, cette phrase de Pompidou, elle est très étrange, l'art doit protester. Dans cette obligation à protester, il y a l'aliénation dont vous parlez, il me semble. Hein. C'est ça que vous voulez dire. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut sortir de ces catégories qui sont effectivement piégeantes et qui déterminent aussi des attentes, en fait. Et je pense qu'on est obligé aussi de mettre cette alternative un peu sèche du champ de la culture, en corrélation avec ce qui se joue sur le plan politique, pour les raisons que je disais juste avant. Quoi. Voilà. Une dernière question, éventuellement. Je veux bien. Oui, on vous écoute. Merci. Je voulais revenir sur la question de l'ouverture, parce que vous parliez de faire scandale et faire rupture. Et alors, au-delà du scandale pour le scandale, du scandale utilisé comme outil, comme marketing, il y a quand même cette dimension d'ouverture du côté de la rupture. Finalement, quand il y a un geste artistique, quand il y a une expression subjective, c'est nécessairement en rupture par rapport à un discours commun, un discours dominant. C'est nécessairement en rupture de ce côté-là. Ça fait nécessairement rupture chez le spectateur pour qu'il puisse en entendre quelque chose. Et c'est cette rupture-là qui permet d'être ensuite dans un dialogue où on posait la question du scandale qui permet le dialogue, l'ouverture, la discussion. Je crois que c'est du côté de cette rupture ou de cette ouverture. Et le scandale, ce serait peut-être le versant justement simplement d'une appréhension morale de la question. Mais c'est vrai qu'il y a une nécessité d'une rupture quelque part. Et c'est un peu ce que j'entendais là dans votre discussion autour de... pas le scandale comme outil, mais quelque chose qui ouvre. Oui, vous résumez très bien la chose. Enfin, je trouve ça très éclairant, votre manière de ressaisir ça. Oui, il y a un... oui, le scandale, il y a effectivement cette dimension morale qui peut avoir lieu ou pas, mais il y a aussi toute une dimension, effectivement... vous rappelez la dimension subjective, en fait, de la rencontre avec une œuvre, où le scandale peut être une chose à la fois positive et effectivement ébranlante. Oui, et qui fait ouverture. Oui, ça c'est ce à quoi on peut aspirer en tant que spectateur et lecteur et tout ça. Avant de vous quitter, je signale que la revue Incise est en vente dans le théâtre et qu'il y a aussi tes carnets critiques édités chez l'Harmattan, où on peut découvrir ton travail critique sur la culture, sur les œuvres, qui est un très beau travail. Ah, merci. J'avais été invitée à être critique à Avignon en 2009, en fait. C'était une initiative du Hof qui était très intéressante, et ça a eu lieu une année. Il y a Bruno Tackels et moi, on était invités, en fait, comme le critique, comme un écrivain public, en fait, une fonction publique. Donc on était, pendant tout le festival, invités à être là et à écrire. Et donc c'était assez... Et je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas renouvelé. Ça sera une deuxième intervention avec une autre problématique. Peut-être parce qu'ils ont lu le bouquin. Oui. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Evriac. Un petit mot de conclusion et de réouverture. De conclusion pour dire qu'effectivement, on n'a pas vocation, je ne crois pas dans le projet de Stanislas, à dire qu'on veut faire scandale, mais à dire qu'on veut dialoguer et ouvrir. Et sur le
même terrain, je dirais, demain, on vous invite à nouveau à réouvrir une question non pas scandaleuse, mais qui nous semble nécessaire d'ouvrir, qui est celle de la diversité sociale et culturelle dans nos salles, sur nos plateaux. Vous m'entendez le dire de façon récurrente. Je vais continuer pendant 5 ans, je vous rassure. Mais voilà, il y a un débat demain qui s'appelle Quota discrimination positive. Quels outils pour changer la donne sur nos plateaux et dans nos salles? C'est pas ça l'intitulé exact, mais c'est très proche. Demain à 18h, salle Gignoux. Voilà, merci. Merci à vous. Et à toi. Merci. Super.